La violence en milieu scolaire a pris de l'ampleur ces derniers temps, ce qui ne cesse de provoquer des vives réactions de la part de communautés. Dans le cadre de cet entretien, qui mieux qu'un parent, un enseignant, un haut commis de l'État pour nous en parler? Avec moi, le docteur David Essek. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Vous êtes ancien proviseur du lycée de Mélan. Tout à fait. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Téléjeunes. Ok, madame. Depuis quand est-ce que vous avez arrêté la craie? Disons que je n'ai pas arrêté jusqu'à maintenant, puisque je suis responsable d'un centre de formation professionnelle. De plus en plus, nous assistons dans nos écoles à des scènes de violence envers les enseignants, violence entre les élèves, d'entrée de débat. Comment réagissez-vous face à ces comportements et comment les qualifiez-vous? La violence qu'on observe à l'heure actuelle dans nos établissements est le signe de la violence ambiante, qui ne se trouve pas seulement dans les établissements, mais qui s'observe dans tous les pans de la société. Vous avez été élève. À votre époque, comment était la violence dans les écoles? Nous, on a connu les élèves indisciplinés, mais pas violents. Que ce soit entre eux et leurs enseignants. La violence, c'était le refus, par exemple, de faire son devoir. Le refus de se plier aux injonctions du surveillant général. Par exemple, le retard à faire ses devoirs, le retard à arriver à l'école. Ça, c'était des scènes qu'on punissait. Mais ce n'était pas perçu par les élèves comme étant une violence. Parce que tout le monde était témoin, le règlement intérieur était fait, et quand vous étiez en marge du règlement intérieur, on vous punissait. Je pense que personne, ni le surveillant général, ni l'enseignant, ni le proviseur que j'étais, on n'était pas violent au terme d'aujourd'hui. C'est-à-dire où on utilise les armes blanches pour faire mal. Non. On avait notre petite chicotte. Et chacun savait combien de coups il devait prendre s'il avait effreint à telle règle de la discipline. C'est comme ça que nous avons vécu notre époque. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait pousser les jeunes élèves à être de plus en plus violents au sein des établissements et quelles peuvent en être les conséquences? La violence se réalise à l'école, elle se matérialise à l'école, mais la violence part de la maison. Et ça, c'est un échec de l'éducation parentale. Vous savez, madame, j'ai des petites scènes là qui me font toujours sourire. Quand un père aujourd'hui a 12 ans, il vous dit que son enfant le dépasse. Mais qui d'autre va dépasser l'enfant? Le maître? Le professeur? Il est victime de cette sale éducation que l'enfant a reçue de la maison. Il faut avouer qu'à notre temps, lorsque tu étais fouetté à l'école, tu savais également que le soir, ton père te fouettera. On nous a fouettés. Même si aujourd'hui, nous avons décrété nous-mêmes que les enfants sont devenus fragiles. Quand un enfant peut former un coup de poing pour asséner à son camarade ou un poignard pour asséner au ventre, au torrent de son camarade, vous dites qu'il est fragile? Mais il est mal élevé. Je ne loue pas que nos parents étaient sans faille, mais nos parents étaient des responsables. L'enfant ne trouvait ni refuge à l'école pour son mauvais comportement, ni à la maison. La violence hier dans les écoles semble ne plus être la même que celle d'aujourd'hui, puisque ces derniers temps, elle aboutit aux pertes de vies humaines du côté enseignant comme du côté élève. Qu'est-ce qui peut donc justifier un tel degré de violence dans une société où le vivre ensemble a pignon sur rue? Moi, je crois que ce qui justifie tout ça, c'est l'intolérance. Et le refus de connaître la place qu'occupent les personnes dans la société. Si vous refusez que votre enseignant, c'est celui qui vous modèle, pour que demain vous soyez des grandes personnalités dans ce pays, vous commencez à ne pas tolérer même les simples conseils qu'il vous donne. Dites-moi, madame, quand un enseignant vous dit « n'allumez pas votre téléphone en classe », quelle est la violence qu'il y a là-dedans? Pour que ça devienne une haine. Il a osé me dire de ne pas utiliser mon téléphone. Qui est-il? Est-ce que dans notre temps, on disait que l'enseignant, qui est-il? Et puis, je vais vous dire, à notre temps, ton maître était le maître de tout le monde. Il n'y avait pas un maître pour un élève donné.
il y avait un maître capable de punir tout l'établissement. Et chacun acceptait la place du maître. On accepte aussi la place du père. Il faut que les enfants dans les maisons commencent à accepter la place que leur père occupe dans leur vie. Si vous voyez ces enfants qui sont violents, qui ont le couteau, c'est le genre d'enfant dont j'ai parlé tout à l'heure qui a dépassé toute sa famille, qui refuse donc la place de son père, qui devient le père à la place de son père, la mère à la place de sa mère. Et puis, par extension, qui refuse l'autorité établie. J'ai eu la chance d'avoir pas mal de mes élèves comme membres du gouvernement. Tous ces membres du gouvernement, pour ceux qui étaient indisciplinés, ont eu ma chicotte sur le dos. Femmes comme hommes. Aujourd'hui, ils occupent des positions, ou bien ils ont occupé des positions qui permettaient, si c'était suivant la règle actuelle, qu'on vienne dire, bon, monsieur, c'est que vous allez en prison, vous m'avez tapé quand j'étais élève. Ils ne l'ont jamais fait, madame. Au contraire, je crois que quand ils me revoient, ce qu'ils sont devenus les amène à croire que s'ils n'étaient pas passés par ce four-là, ils ne seraient pas là où ils sont. Au regard de certains enseignants qui semblent se comporter comme des paragons, ceux-ci ne sont-ils pas à l'origine de la violence en milieu scolaire dans le rapport élèves et enseignants? Je vais vous dire qu'à l'époque, nous, en tant qu'enseignants, je l'ai fait par vocation. Aujourd'hui, il y a plein d'enseignants qui sont par pis-aller. C'est-à-dire même, ils se comportent moins que leurs propres élèves. Et quand l'élève découvre que vous n'avez pas d'autorité sur lui, lui prend la sanction sur vous, l'ascendance sur vous. Donc, je ne dirais pas que les enseignants n'y sont pas pour quelque chose. Ils y sont aussi. Je ne les dédouane pas. Mais je dis, quand on vous dit vous avez une classe, vous devez la maîtriser. Vous devez savoir dans votre classe quels sont les rebelles de la classe, quels sont les dociles, quels sont les timides. On connaissait tous ce genre d'élèves. Et on avait un traitement personnalisé par élève. Il y avait des élèves que nous protégeons par rapport à leurs camarades. L'enseignant doit connaître ses élèves. D'abord, pas son nom. 2, il doit connaître d'où sort cet élève dans la famille. De quelle famille sort cet élève-là. Nous, on a fait ce genre d'exercice. Moi, j'avais 3800 élèves au lycée des Melons en tant que proviseur. Je peux vous dire que je connaissais au moins 3000 noms. Chaque élève, je ne l'appelais pas son nom. Donc, je savais, quand il y avait un désordre dans l'établissement, je savais, si tel élève est là, ça ne me tenait pas. Mais s'il n'est pas là, c'était pour moi une exception, madame. Donc, je connaissais le comportement de tous mes élèves. Par exemple, les réfractaires, là, sont les gens qui ont fait déjà dans leur classe au moins 3 ans. Donc, c'est des redoublants. Et si vous voyez très bien, ils ont toujours un problème avec ceux qui passent facilement leur classe. On dit souvent que l'éducation d'un enfant se situe à plusieurs niveaux. D'abord, les parents à la maison, ensuite l'école pour recadrer, puis les médias pour formater. Luc Béroux, dans son livre « L'influence de la télévision sur les enfants », place la télévision comme le premier éducateur de l'enfant et la société pour socialiser. Qu'est-ce qui n'a pas marché ou ne semble marcher? La télévision aujourd'hui est devenue aujourd'hui un agent pathogène pour l'éducation des jeunes. Je dis bien pathogène. Tant que les programmes ne seront pas sélectionnés et adaptés au type de société que nous voulons, société de la paix, société de vivre ensemble, madame, je crois que la télé, le téléphone et les réseaux sociaux ils sont pour beaucoup. Il faut que nos médias entrent en guerre, entrent dans cette guerre, que se livrent les parents, les enfants, les éducateurs, etc., pour être des éléments catalyseurs de la paix sociale. Mais quand, par exemple, vous projetez à longueur de journée des scènes de violence aux enfants qui rient, vous pensez bien qu'il y aura parmi eux des esprits fragiles qui vont un jour aller s'exercer, madame. Et quand ils s'exercent, c'est pour tuer leurs camarades. Un médium, c'est quand même un organe, une organisation qui doit prendre le relais de la vision de l'État par rapport à l'avenir de la population.
En guise de solution, j'ai essayé de parcourir certains livres et certains travaux de recherche sur la violence en milieu scolaire. Je suis tombée sur les travaux de Éric Desbarbieux en 1981 sous le thème « L'autorité de la violence à l'école française ». Justement, comme solution, il proposait l'évaluation des politiques menées pour sauver notre jeunesse du spectre de la violence. Pourquoi ne pas faire le copier-coller? J'avoue que les solutions ne peuvent être que des solutions adaptées et adaptatives. On ne peut pas faire le copier-coller. On ne peut pas le faire. On peut tout simplement revenir à nos cultures ancestrales, la culture du respect de l'aîné. Nous avons posé la question sur la toile aux internautes, à savoir quelle solution à la violence dans nos écoles. Il y a M. Jean Jaurès en Italie qui propose de sensibiliser d'abord les parents. Êtes-vous de cet avis? Si oui, comment? Moi, je crois que c'est le socle de l'éducation d'un enfant. C'est le socle familial. Mais aujourd'hui, les enfants vont à l'école sans savoir articuler même le langage maternel. Quand on va les éduquer. Du coup, les parents démissionnent et laissent l'éducation de l'enfant dès le départ là, aux mains des inconnus. Parce qu'un enseignant au départ est un inconnu du milieu familial. Donc, il n'y a pas cet attachement entre vous et l'enfant, entre la famille et l'enfant, alors que l'éducation commence à la maison. Dickinson Petna propose qu'il faut revenir à l'éducation civique et rendre obligatoire la formation militaire de 3 mois. Réaction? Celui qui a dit ça a aussi raison. Quand en 3e, nous allions faire le service militaire, quand tu revenais de là dans ta tête, tu savais respecter le drapeau et l'hymne du pays. Tu commences par là. En tout cas, quand moi j'ai été proviseur, vous ne chantez pas l'hymne. Vous allez ramper à genoux jusqu'à vos salles de classe. Quelques-uns de mes élèves ministres le savent. Chacun a eu des écorchures aux genoux quand il était surveillant général pour n'avoir pas su chanter l'hymne national et n'avoir pas respecté la levée de drapeau. Moi, j'étais à Koutaba, censeur au lycée de Koutaba. Dès que le clairon du BETAP se met à chanter, même les voitures de transport s'arrêtent à l'entrée du camp. Les petits élèves qui allaient à l'école s'arrêtent. Ils ne voient pas le drapeau. Ils ne voient même pas les gens qui montent le drapeau. Ils entendent seulement le clairon qui dit attention, la levée des couleurs. Tout le monde s'arrête. Les mamans qui allaient au champ s'arrêtent. Les voitures de transport s'arrêtent. Mais c'est le début de la crainte de l'autorité, madame. Laurent Otabela propose comme solution amélioration du cadre et l'environnement du travail en milieu scolaire se pose depuis 40 ans. C'est l'une des mesures. Est-ce qu'un cadre sain ne réduirait pas la violence chez les jeunes? Moi, je crois que les établissements se sont même modernisés. Si nous vous présentons les photos de nos écoles, madame, nos écoles n'étaient pas en béton armé comme maintenant. C'était en plancher éclaté, nos écoles. Et quand le maire vous punissait, il dit par exemple que vous n'avez pas la récréation ou bien vous n'aurez pas votre midi. La porte est ouverte parce qu'il n'y a pas de porte. La cloison est ouverte parce que tu peux même sauter et tomber de personne ne franchissait le seuil de la porte. Personne ne sortait par la fenêtre. Hein? Moi, je pense que ce n'est pas beaucoup le cadre. Serge Metoboni dit qu'il faut réinstaurer les fouets. Êtes-vous de cet avis? Je suis de cet avis. Il faut fouetter. Moi, je pense qu'il faut chercher un moyen méthodique de fouet. À l'époque même, madame, on ne nous fouettait pas partout. On te fouettait dans la paume de main. On te fouettait par les fesses. On ne te donnait pas les coups sur la tête quand même. Nous, on avait des maîtres qui nous fouettaient au dos. Et tous, on est des personnalités aujourd'hui quand même. Pour finir, quel message aux parents et à la communauté éducative pour que la violence en milieu scolaire cesse? En milieu parental, l'éducation à la paix, à la non-violence, doit être le cheval de bataille de la politique éducative chez les parents. Un enseignant doit savoir qu'il est éducateur avant d'être enseignant. Pour les enfants aussi, il faut qu'ils comprennent
qu'ils intègrent que la violence les amènera vers la perte, qu'on ne gagne rien avec la violence. Le chef de l'État avait dit, quelle société voulons-nous pour nos enfants? Je pense qu'il savait bien, et il le disait bien, à bon entendeur salut, qu'il fallait une société où les enfants ne seront pas violents. Merci, docteur David Essek, d'avoir répondu aux questions de Téléjeunes. C'est moi qui vous dis merci d'avoir été sollicité. Amis téléspectateurs de Téléjeunes, c'est ici que prend fin cette interview. Œuvrons pour une société de non-violence. Sauvons l'école. À la prochaine.